Il y a en politique mondiale des moments où une superpuissance lance un avertissement si brutal, si absolu et si menaçant que le monde entier est censé se figer. Le scénario a toujours l'air imbattable quand il est livré comme un slogan de campagne plutôt que mis à l'épreuve comme une vraie politique. Mais ce qui s'est passé ensuite dans le détroit d'Ormuz a produit l'effet inverse parce que les navires ont continué d'avancer, les paiements ont continué de circuler et la puissance censée les arrêter est restée là, en silence, à regarder. Ce seul détail change tout. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'un autre gros titre chargé de tension. C'était un test direct pour savoir si la pression américaine fonctionne encore quand elle se heurte au monde réel. Et la réponse qui a émergé de cette voie maritime au cœur des routes énergétiques mondiales était bien plus dommageable que la plupart des gens ne l'avaient compris au départ. Dans les prochaines minutes, vous allez voir pourquoi cela n'a jamais porté seulement sur l'Iran, seulement sur les sanctions, ni seulement sur le transport maritime. Il s'avère que l'économie mondiale ne s'arrête pas simplement parce qu'un homme en complet annonce une ligne rouge avec toute l'énergie de la télévision. Parce que, caché dans cette seule confrontation, il y a une histoire beaucoup plus vaste sur la peur, l'argent, la crédibilité, le commerce mondial et la lente reconfiguration du pouvoir mondial lui-même. La raison pour laquelle cet incident compte autant, c'est que le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une autre étendue d'eau. C'est l'une des artères stratégiques les plus sensibles de la planète, un passage étroit par lequel transite chaque jour une part immense de l'énergie mondiale et où la moindre perturbation peut envoyer des ondes de choc dans les marchés, la politique et les foyers ordinaires bien au-delà du Moyen-Orient. Lorsqu'un point d'étranglement comme celui-là est mis sous pression, l'impact n'est jamais local, parce que les prix du pétrole réagissent presque instantanément. L'assurance maritime devient plus coûteuse. Les chaînes d'approvisionnement commencent à vaciller et des économies entières se mettent à prendre des décisions fondées non pas sur la certitude, mais sur la peur. Ce qui signifie qu'une seule confrontation dans une seule voie maritime étroite peut discrètement affecter le prix du carburant, de la nourriture, du transport et des biens dans des foyers situés à des milliers de kilomètres. C'est exactement pourquoi Washington a toujours traité le détroit d'Ormuz comme plus qu'une simple route maritime, parce qu'il est aussi une scène de dissuasion, un lieu où la présence militaire, les patrouilles navales et les avertissements politiques sont censés prouver que les États-Unis peuvent façonner les événements, même dans l'un des corridors maritimes les plus dangereux de la planète. Et quand la dissuasion commence à ressembler à une conférence de presse conçue pour les lignes qui font applaudir, tout le monde voit la différence. Mais cette fois, le message de Washington était inhabituellement direct. Parce que l'ultimatum n'était pas enveloppé dans un langage diplomatique vague, il a été présenté comme un avertissement ferme. Si des paiements étaient faits à l'Iran, l'accès par le détroit pourrait être affecté. Et ce genre de menace est censé amener immédiatement les compagnies maritimes, les gouvernements et les assureurs à tout repenser. Sur papier, cela paraît puissant, presque absolu, parce que lorsqu'une superpuissance relie l'argent, les sanctions et la circulation maritime, l'attente est que le reste du monde se range à sa ligne. Non pas parce qu'il est d'accord, mais parce que le coût d'ignorer l'avertissement est censé être trop élevé à supporter. C'est habituellement à ce moment-là que la version pro-Trump des événements commence à pratiquer son discours de victoire avant l'arrivée des faits. Pourtant, le premier signe que cette histoire prenait une autre direction est apparu quand les entreprises concernées ont cessé de penser comme des politiciens et ont commencé à penser comme des entreprises. Parce qu'une fois les chiffres posés sur la table, la question n'était plus idéologique. Il s'agissait de savoir si payer le coût supplémentaire revenait moins cher que retarder ou perdre complètement la cargaison. Et ce calcul compte plus que la plupart des gens ne le réalisent, parce que lorsqu'un navire transporte des centaines de millions de dollars en marchandises de grande valeur, allant des produits électroniques à l'équipement industriel, aux produits pharmaceutiques et aux matériaux critiques, même un paiement très important peut sembler modeste comparé au désastre financier que représenterait une cargaison entière bloquée, retardée, redirigée ou piégée dans l'incertitude. Les feuilles de calcul ont une habitude cruelle d'ignorer les démonstrations de virilité. Autrement dit, la décision n'a pas été prise dans une salle de crise dramatique remplie de crises et de drapeaux. Elle a été prise dans l'environnement le plus froid possible, l'environnement des feuilles de calcul, des échéances, des pénalités, des contrats et des fenêtres de livraison, où une entreprise choisira souvent la voie la moins coûteuse pour faire avancer la cargaison et protéger sa marge. C'est ainsi que l'ultimatum a commencé à s'effondrer en temps réel, parce que certains opérateurs auraient payé dans une monnaie, d'autres dans une autre, et d'autres encore ont exploré des méthodes de paiement conçues pour contourner la pression financière classique, ce qui veut dire que le système censé piéger l'Iran est plutôt devenu un système qui s'est simplement adapté à la pression. Le commerce mondial s'arrête rarement pour admirer un monologue de gros dur,
Puis est venu le moment le plus révélateur de tous, parce qu'une fois les paiements effectués, les navires sont passés et les États-Unis ne les ont pas arrêtés, ne les ont pas interceptés et n'ont pas transformé un avertissement en véritable blocus, ce qui a instantanément exposé la différence entre brandir le pouvoir et exercer le pouvoir. C'est dans cet écart que le théâtre se termine et que la facture arrive. Cette différence est là où se trouve tout le sens stratégique de cet incident, parce que l'Iran passe depuis des années à apprendre jusqu'où la pression américaine peut s'étirer avant de rompre. Et dans ce cas-ci, l'Iran n'avait pas besoin de vaincre les États-Unis dans une confrontation spectaculaire. Il lui suffisait de montrer que Washington pouvait être poussé à choisir entre l'action et la retenue. Et c'est dans ce choix que les empires révèlent leurs limites. Parce que si Washington avait agi physiquement, les conséquences auraient pu se propager dans plusieurs directions à la fois, y compris une flambée des prix du pétrole, des alliés mécontents, un commerce perturbé, des complications juridiques et la possibilité qu'un avertissement économique se transforme soudainement en crise militaire et diplomatique aux conséquences mondiales. L'Iran l'avait parfaitement compris, ce qui explique pourquoi la stratégie n'a jamais consisté simplement à provoquer l'Amérique, mais à créer une situation où toute application sérieuse de la menace entraînerait un coût si élevé que Washington hésiterait. Il est beaucoup plus facile de promettre une pression maximale depuis un podium que d'en assumer le prix quand les routes maritimes répondent. Et l'hésitation en géopolitique n'est souvent qu'un autre mot pour dire qu'un adversaire contrôle avec succès le rythme des événements. C'est pourquoi cette histoire ne porte pas seulement sur la question de savoir si les navires ont navigué, mais sur ce que le monde a vu lorsqu'ils l'ont fait. Parce que chaque gouvernement qui observait cet épisode pouvait lire le même message. Et ce message, c'est que les avertissements américains restent puissants, mais qu'ils ne sont pas automatiquement décisifs lorsque le prix de l'application devient trop dangereux. Pour les Alliés, cela soulève des questions inconfortables, parce qu'une garantie de sécurité n'est aussi solide que la volonté de la rendre réelle lorsque la pression monte. Et dès qu'une superpuissance est vue en train de choisir la prudence plutôt que la confrontation, chaque partenaire commence à recalculer le degré de confiance que cette puissance mérite réellement dans les moments de crise. Aucune bravade chargée de slogans ne peut totalement masquer ce recalcul une fois qu'il est commencé. C'est particulièrement important dans l'Asie-Pacifique, où les gouvernements observent les gestes américains avec une attention extrême, parce qu'ils savent que la manière dont Washington répond à un défi contribue à façonner les attentes sur la manière dont il pourrait répondre à un autre, et que la crédibilité dans une région peut soit renforcer, soit affaiblir la dissuasion dans une autre. L'Europe regarde aussi cela de très près, parce que les gouvernements européens cherchent souvent à équilibrer leurs relations avec les États-Unis, leurs intérêts commerciaux régionaux et la réalité qu'ils ont encore besoin d'un accès à l'énergie et au commerce, ce qui signifie que toute perturbation dans le détroit d'Ormuz les force à choisir entre la loyauté politique et l'intérêt économique. Et puis, il y a les États du Golfe, dont les dirigeants comprennent mieux que presque n'importe qui que la stabilité de la région dépend de plus que des discours publics. Parce qu'en coulisses, ils mesurent constamment si la protection américaine a encore le même poids qu'avant ou si de nouveaux arrangements de sécurité doivent être discrètement explorés. C'est pourquoi cette confrontation produit bien plus qu'une tension passagère, parce qu'elle accélère une réévaluation plus large à travers le Moyen-Orient, où les pays cherchent de plus en plus à se couvrir, à diversifier leurs options et à bâtir des relations qui auraient paru impensables il y a à peine 10 ans. Quand les alliés commencent à se couvrir, cela veut généralement dire qu'ils ont entendu le discours puis vérifié la suite. La Chine est une grande partie de cette histoire, parce que Pékin a clairement montré, à la fois par sa politique et par son comportement, qu'elle protégera ses intérêts économiques et continuera d'assurer les approvisionnements énergétiques dont elle a besoin. Et dès qu'une grande puissance comme la Chine décide qu'une route compte trop pour être abandonnée, l'équilibre stratégique change immédiatement. C'est ce qui rend le détroit d'Ormuz si dangereux, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un pays qui tente d'en faire pression sur un autre. Il s'agit d'un système mondial où la dépendance énergétique, les routes maritimes, les choix monétaires et les alliances politiques entrent tous en collision dans le même corridor étroit au même moment. Et même si le public ne voit souvent que la version gros titre de cette crise, il existe en coulisses une réalité plus profonde, à savoir que l'Iran a construit une doctrine de dissuasion asymétrique, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'égaler les États-Unis navire pour navire, char pour char ou avion pour avion, pour rendre une confrontation trop coûteuse à choisir à la légère. Cette doctrine comprend une gamme d'outils allant des missiles aux drones, en passant par des tactiques navales conçues pour des eaux serrées. Et l'importance de cette évolution n'est pas que l'Iran puisse battre les États-Unis dans une guerre conventionnelle,
mais qu'il puisse rendre le coût de toute escalade sérieuse beaucoup plus élevé que ce que Washington souhaiterait accepter. C'est le genre de détail qui a tendance à disparaître quand la politique est mise en marché comme un rassemblement électoral permanent. En termes stratégiques, cela suffit souvent, parce que la dissuasion ne consiste pas toujours à gagner un combat. Elle consiste à convaincre l'autre camp que déclencher le combat produirait des conséquences imprévisibles, coûteuses et politiquement difficiles à contrôler une fois lancées. C'est la puissance discrète derrière tout cet épisode. Parce que l'Iran n'avait pas besoin de lancer un spectacle militaire dramatique pour changer la conversation, il lui suffisait de démontrer que l'ultimatum pouvait être absorbé. Les paiements pouvaient toujours être perçus et les navires pouvaient toujours passer malgré la menace. À ce stade, le monde ne voit plus seulement un différend maritime. Il voit une démonstration en direct de l'écart entre la rhétorique et l'application. Et une fois cet écart devenu visible, même la propagande la plus bruyante commence à sonner comme si elle se disputait avec un manifeste de cargaison. Et cet écart est quelque chose que chaque rival, chaque allié et chaque observateur neutre suit avec un sérieux inhabituel. C'est aussi pourquoi les commentaires de figures comme Lindsey Graham comptent autant. Parce que lorsque même certaines des voix les plus fortes en faveur de la pression admettent que la population iranienne a montré à répétition une capacité d'endurance face aux difficultés, cela signale que les cercles politiques à Washington comprennent les limites de la coercition, même si le message public continue de sonner avec force. Cet aveu est important parce qu'il révèle quelque chose de plus profond que l'opinion d'un seul politicien. Il révèle qu'il existe, dans le débat américain, une reconnaissance croissante du fait que la pression à elle seule ne garantit pas l'effondrement et que certaines sociétés absorbent la douleur différemment, endurent plus longtemps et réagissent aux menaces extérieures d'une manière qui déjoue les hypothèses politiques simplistes. La réalité demeure obstinément peu impressionnée par des éléments de langage écrit pour paraître durs à la télévision. L'histoire, l'identité et la résilience interne de l'Iran entrent tout en jeu là, dedans. Parce que lorsqu'une nation se définit par la survie, la résistance et le sacrifice, la pression extérieure peut parfois durcir sa détermination au lieu de l'affaiblir, ce qui explique précisément pourquoi les stratégies coercitives provoquent souvent la réaction émotionnelle inverse de celle qu'attendaient leurs concepteurs. Le résultat, c'est une longue impasse stratégique épuisante, où chaque camp croit que le temps joue en sa faveur, mais où chaque camp est aussi forcé de regarder l'autre s'adapter. C'est pourquoi des incidents comme celui-ci ne sont pas des événements isolés. Ce sont des indices de la manière dont le pouvoir à long terme se déplace sous la surface. Ce déplacement du pouvoir compte bien au-delà de la politique, parce qu'une fois les routes maritimes mises en question, les marchés réagissent avant les gouvernements. Et lorsque les marchés réagissent, les effets se répercutent dans la vie quotidienne d'une manière que la plupart des gens ne relient jamais à une décision prise dans un corridor maritime lointain. Une hausse du risque maritime signifie des coûts d'assurance plus élevés, des coûts logistiques plus élevés, des coûts de carburant plus élevés, puis au bout du compte, des prix plus élevés partout, ce qui veut dire que des familles qui ne suivent jamais l'actualité géopolitique peuvent quand même en ressentir les conséquences à l'épicerie, à la station-service et dans le prix des biens importés. Et les familles trouvent rarement du réconfort dans le fait qu'on leur dise que la politique avait quand même l'air forte dans une vidéo en ligne. C'est l'une des vérités les plus négligées de la politique mondiale, parce qu'une voie maritime étroite dans le golfe Persique peut discrètement façonner les budgets des ménages en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et ce lien explique exactement pourquoi les grandes puissances se soucient autant de ces points d'étranglement, même quand le public les remarque à peine. Le dilemme américain est maintenant clair, parce que Washington possède encore une capacité militaire immense, une portée diplomatique massive et un réseau d'alliances. Mais la capacité compte moins si la menace de l'utiliser ne produit plus le résultat attendu. Et c'est là que la crédibilité devient le vrai champ de bataille. La crédibilité est la force invisible qui fait fonctionner le pouvoir. Parce qu'un porte-avions, une sanction ou un avertissement ne compte que si les autres croient qu'ils seront réellement utilisés. Et une fois cette croyance affaiblie, même les outils les plus puissants deviennent moins efficaces qu'ils ne le paraissaient sur papier. Voilà pourquoi des ultimatums répétés sans application visible peuvent devenir dangereux avec le temps. Parce que chaque fois qu'une ligne rouge est tracée puis adoucie, chaque fois qu'une menace est annoncée puis discrètement contournée, l'avertissement suivant porte un peu moins de poids que le précédent. À la longue, la mise en scène commence à ressembler à un lancement version Trump. Drame maximal au départ, nettoyage embarrassé une fois les manchettes passées. La direction iranienne comprend cette dynamique, raison pour laquelle la patience devient une arme, le délai devient une stratégie et l'ambiguïté devient un bouclier.
Parce que si l'autre camp est constamment forcé de se demander si l'action viendra vraiment, alors la peur elle-même commence à faire une partie du travail de dissuasion. L'épisode du détroit d'Ormuz s'inscrit maintenant dans ce schéma plus large. Et ce qu'il montre, ce n'est pas simplement qu'un groupe de navires a traversé une route étroite, mais qu'un affrontement beaucoup plus vaste autour du levier, de la légitimité et de l'influence mondiale se joue en temps réel sous les yeux de tous. La partie la plus dangereuse pour Washington, c'est que la conséquence ne se limite pas à une seule menace ratée. Parce qu'une fois que des adversaires concluent que la détermination américaine peut être testée et retardée, ils peuvent commencer à la tester dans d'autres domaines aussi, du commerce à la technologie, en passant par la posture militaire et au-delà. Cela fait de cette affaire plus qu'une simple histoire du Moyen-Orient, parce qu'elle devient une partie d'une carte mondiale de la crédibilité que chaque capitale étudie attentivement pour décider jusqu'où résister à la pression et jusqu'où s'accommoder lorsque des demandes américaines arrivent. Rien n'encourage autant les tests qu'un avertissement qui sonne final, puis se comporte comme s'il était négociable. Et c'est exactement pourquoi le monde au sens large devient plus multipolaire. Non pas parce qu'un pays en aurait soudainement remplacé un autre du jour au lendemain, mais parce que de plus en plus d'États apprennent qu'ils peuvent se couvrir, négocier et résister d'une manière qu'il était plus difficile d'imaginer quand la domination américaine paraissait moins contestée. Le résultat, c'est un monde moins obéissant, plus transactionnel et beaucoup plus disposé à tester la distance entre une déclaration et l'action qui la suit. Ce qui veut dire que l'ère de la conformité automatique s'efface et que l'ère du calcul stratégique se renforce. C'est une mauvaise nouvelle pour toute faction politique qui confond le volume avec le levier. L'Iran s'est positionné pour exploiter cet environnement, non pas en prétendant être plus fort qu'il ne l'est, mais en veillant à concentrer ses forces exactement là où elles comptent le plus, dans le timing, l'imposition de coûts, le levier géographique et la capacité d'imposer des choix inconfortables aux autres. C'est pourquoi cet incident ne devrait pas être rejeté comme un simple gros titre passager, parce qu'il s'agit en réalité d'un test de résistance. Et ce qu'il a testé, c'est pas seulement une route maritime, mais les limites de l'application américaine, la résilience de la stratégie iranienne et la volonté du reste du monde d'obéir à une menace qui n'a jamais été pleinement mise à exécution. La leçon stratégique est d'une brutalité simple, parce que si une superpuissance dit « faites ceci sinon », et que le sinon n'arrive pas, le dommage ne touche pas seulement la politique immédiate. Il touche le système de croyance qui soutient toute politique future construite sur le même type d'avertissement. Une fois cette croyance affaiblie, chaque crise future devient plus difficile à gérer, parce que la dissuasion devient plus coûteuse, la diplomatie devient plus compliquée, et les adversaires deviennent plus confiants dans l'idée qu'ils peuvent pousser la ligne sans déclencher la réponse qu'on leur avait dit de craindre. À ce stade, même la machine de communication pro-Trump la plus enthousiaste ne peut pas entièrement vendre l'hésitation comme une forme de domination. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz compte à ce point en ce moment, parce qu'il n'est pas seulement un point d'étranglement géographique, il est aussi un point d'étranglement psychologique. Et quiconque contrôle la pression psychologique autour d'un point d'étranglement gagne souvent un levier bien au-delà de l'eau elle-même. Le monde regarde parce qu'il reconnaît qu'il s'agit d'un aperçu d'une époque plus large, où la pression ne garantit plus l'obéissance et où les outils économiques, la puissance navale et les avertissements diplomatiques doivent tous lutter davantage pour obtenir les mêmes résultats qu'ils obtenaient autrefois plus facilement. Alors la vraie question n'est pas de savoir si un navire a franchi le détroit parce que cette partie-là est déjà terminée. La vraie question, c'est ce qui se passe après que le monde a vu que la menace a été lancée, que le paiement a été fait et que la route est restée ouverte quand même. Si Washington veut rétablir sa crédibilité, il devra faire plus que répéter l'avertissement. Parce que la répétition sans conséquence ne fait qu'aggraver le problème. Et dans un système comme celui-là, chaque défi laissé sans réponse devient un précédent que les rivaux futurs étudient et dont ils tirent des leçons. Répéter la formule plus fort ne revient toujours pas à corriger la faiblesse qui se cache derrière. C'est pourquoi ce moment paraît si important, parce qu'il ne peut être pas l'air dramatique dans une seule image, mais en termes stratégiques, c'est un discret point de bascule, un moment qui nous dit que les vieilles hypothèses d'application facile, de respect automatique et de dissuasion sans effort ne sont plus sûres. Et si le monde au sens large continue d'aller dans cette direction, alors les crises futures seront façonnées moins par la seule puissance brute que par l'écart entre ce que les nations puissantes disent qu'elles feront et ce qu'elles sont réellement prêtes à risquer lorsque le moment arrive. C'est la véritable histoire cachée dans cet événement. Parce que le détroit d'Ormuz est devenu un miroir.
Et dans ce miroir, le monde peut voir la forme changeante de l'influence américaine, la confiance montante des États défiants et l'équilibre instable qui définit cette nouvelle époque. Et les miroirs sont impitoyables avec le marketing politique. Ils montrent la posture, mais ils montrent aussi le bluff. C'est pas une histoire simple avec une fin simple. Le prochain grand basculement du pouvoir mondial peut être déjà en train de se former dans l'ombre en attendant que le monde le remarque aussi.